quand il avait été éduqué par ses parents. Il n'y avait pas de hiérarchisation dans le propos, mais quand même, on lui avait dit en gros, être un homme, c'est ne pas être une femme. Juste avoir conscience des différences que tu poses sur une personne et te dire, ok, si c'était un homme ou si c'était une femme, qu'est-ce que ça dirait ? Que les femmes osent plus et que les hommes, quelque part, laissent la place, laissent une place. Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec ce podcast, j'explore la manière dont les leaders comprennent et incarnent leur rôle. Comment les chefs développent leurs convictions et font bouger des lignes pour construire un avenir meilleur. Chef, c'est aussi un studio de création de podcasts pour accompagner les entreprises qui veulent se transformer en profondeur et avec douceur. Dans ce nouvel épisode, je reçois Caroline Loisel pour aborder le sujet des relations entre les hommes et les femmes au travail. Car oui, nous vivons encore dans un monde où les femmes ne sont pas l'égale des hommes, ni au foyer, ni en entreprise, ni partout ailleurs. Donc en tant que chef, nous avons le pouvoir de faire bouger les lignes, mais pour cela, il faut comprendre où on en est et comment il est possible d'agir. Donc pour aborder ce sujet, j'avais envie de recevoir quelqu'un qui, comme vous et moi, je pense, est en train d'apprendre et s'adapte comme elle le peut aux changements que la société nous pousse à mener, qui ne sont pas toujours simples à accepter. Caroline Loisel est observatrice et accompagnatrice des relations humaines en entreprise, et elle s'intéresse particulièrement aux relations entre les hommes et les femmes. Elle n'est pas sachante, pas féministe, mais elle observe, elle questionne et elle cherche comment les relations pourraient être plus harmonieuses. Au menu de cet épisode, vous comprendrez donc mieux ce qui se joue dans les relations entre les hommes et les femmes au travail, comment prendre conscience de nos biais et comment les lever avec douceur, et puis comment en tant que chef, on peut être dans une démarche de prendre soin de soi et prendre soin des autres. Caroline mentionne au cours de l'épisode plusieurs références que j'indique en commentaire. Par ailleurs, comme d'habitude, l'épisode étant dense, je vous partage les 3 points clés que je retiens en fin de cet épisode, c'est-à-dire autour de la 33e minute. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout vous donnera envie de vous engager dans votre entreprise pour créer des relations plus harmonieuses entre les hommes et les femmes. Bonne écoute! Bonjour Caroline. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Caroline, je vais te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Tu me dis si la définition te va. J'ai noté, tu es observatrice et accompagnatrice des relations humaines dans le monde du travail. Effectivement, je trouve que c'est une bonne façon de me présenter, en tous les cas aujourd'hui. Je suis effectivement partie du futur du travail et aujourd'hui je m'attache plus sur les relations. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'au-delà des outils, des méthodes, des process, de tous les champs d'exploration sur ce qui pourrait se passer, sur les congés limités, la semaine de 4 jours, finalement, pour explorer ces sujets, tu es toujours confronté à différentes opinions, différentes postures, et que derrière ça, tu te rends compte que tout est question de la qualité des interactions, de la façon dont on va réussir à échanger, même si on n'est pas d'accord, mais qu'on va réussir à construire une pensée et chacun à se dire « Oui, mais finalement, l'opinion là que je suis en train de dire, qu'est-ce qu'elle dit de moi ? Qu'est-ce qu'elle dit de mon système de croyances, de mes peurs ? Pourquoi je suis contre la semaine de 4 jours ? Pourquoi je suis contre le télétravail ?» pour ne citer que ces exemples-là. Et donc voilà, de ce fait, tu vois, je suis passée de futur du travail à qualité des interactions et quelque part du coup qualité des relations. Et c'est vrai qu'en ce moment, je fais un petit focus sur entre les hommes et les femmes et je crois que ça va être un peu le sujet. Exactement. Déjà, tu fais tout ça dans des formations, tu as écrit un livre aussi sur le futur des RH, dans des conférences. Et puis, tu es l'hôte du super podcast que j'adore vraiment écouter qui s'appelle Sur l'oreiller. Oui, il est sorti en mai. Donc, il est encore tout jeune. J'en suis au 20e épisode et je chemine avec mes invités sur ces sujets. C'est passionnant. Et tu chemines sur les questions de genre et de relations entre les hommes et les femmes. Exactement. Dans l'univers du travail, mais surtout pas que, en fait, de manière générale. Exactement. Parce qu'en même temps, le sujet, il est quand même systémique. C'est-à-dire que tu peux pas isoler le travail de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe dans un foyer, de ce qui se passe dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans les cours d'école. Quand on est petit, qu'est-ce qui se passe déjà entre les garçons et les filles ? On peut pas isoler ce sujet, sinon on passe à côté quand même des origines, des sources et de tout ce qu'on porte avec nous quand finalement on arrive au travail. Aujourd'hui, à travers tous les accompagnements que tu as faits et les rencontres que tu fais, notamment avec ton podcast, comment est-ce que ta perception du genre et des relations entre les hommes et les femmes, elle a évolué ?
ce qui me caractérise aussi, c'est que depuis 1 an, je fais aussi beaucoup de formations sur la connaissance de soi. Et ça vient aussi un peu faire croiser les neurones sur les sujets entre les hommes et les femmes. Que tu animes ou que tu suis pour toi? Que je suis pour moi. Et en avançant dans mon parcours là depuis un peu plus de 6 mois avec Sur l'oreiller, déjà la première saison, j'étais sur un côté un peu définition un peu tous azimuts. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est le masculin? Qu'est-ce que c'est le féminin? Et déjà la 2e saison, j'ai plus été chercher qu'est-ce que c'est que finalement, si on parle de puissance, de potentiel, masculin, féminin, les deux réunis, qu'est-ce que c'est que la puissance d'une personne finalement très accomplie? Et de plus en plus, je me dis, mais finalement, le sujet, c'est finalement pas homme-femme, c'est finalement pas masculin-féminin. Pour moi, il y a 2 sujets, en fait, qui ressortent. 1, comment on fait pour faire évoluer la survalorisation de tout ce qui est attribué au masculin versus le féminin? C'est ce que Françoise Lhéritier, j'ai rien inventé, appelle la valeur différentielle entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est ça le sujet, parce que aujourd'hui, on a plus valorisé, on est dans un monde qui, pour X raisons, on les connaît, mais on va pas les traiter ici, on a un peu plus attribué du positif et du bien, du mieux, dans tout ce qui est attribué au masculin versus le féminin. Puisque en gros, ce qui est attribué au masculin, c'est le côté force et performance, si je résume. Et moi, j'ajoute le mot conquête. Et ce qui est attribué au féminin, c'est plus le côté prendre soin de l'autre, le côté corporel qui est l'équivalent de la force chez l'homme, mais pour nous, c'est l'équivalent de l'esthétique, une forme d'esthétisme, et que voilà, il y a des choses qui ont été mises, le masculin, la force un peu plus au-dessus, mais finalement la beauté féminine aussi, ça peut être considéré comme au-dessus. Enfin, on a un peu classifié, on a hiérarchisé en fait. Et comment on retrouve finalement un équilibre entre tout ça, en se disant juste on a potentiellement tous des parts masculines et féminines, que finalement un homme sensible, une femme très très ambitieuse, c'est possible, c'est ok, et on doit pas, ni en tant que femme, ni en tant qu'homme, regarder ça comme quelque chose de soit admirable, soit rejetable. Et donc, je pense que c'est cette histoire de hiérarchisation, là, et de plus valoriser le masculin, le féminin, qui fait défaut aujourd'hui, qui vient mettre un biais dans les relations hommes-femmes. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles je t'ai invité sur ce podcast, c'est on est quand même d'accord pour se dire, même si on tend vers, en tout cas on a une aspiration pour que les hommes et les femmes soient égaux, c'est pas le cas. De manière générale, on a quand même toujours une domination de la sphère masculine sur la sphère féminine. Ça, c'est quelque chose que dans ton podcast et dans tes rencontres, tu ressens aussi? C'est quelque chose qui ressort fortement ou pas? On pourrait aussi ajouter à ce que tu dis, domination des attributs masculins versus une forme de soumission des attributs féminins. Ce que je ressens de façon un peu transverse quand j'interroge des hommes et des femmes, souvent les femmes, elles vont arriver, alors je ne pose pas la question, est-ce que tu as un problème avec ton corps en tant que femme? Jamais je ne pose la question, mais tu peux être sûr qu'à un moment donné, ça va arriver dans notre conversation. Alors peut-être que les hommes n'osent pas exprimer qu'ils ont un sujet avec une partie de leur corps qu'ils n'aiment pas, mais en tous les cas, les femmes, tu sens que, alors que ce soit suite à une maternité ou que ce soit adolescente, avec soit des fesses prépondérantes, des cuisses prépondérantes, enfin quelque chose de prépondérant d'ailleurs en général, des jambes prépondérantes, une poitrine prépondérante. Il y a un sujet, tu vois, qui vient un peu où tu sens un regard négatif de la part d'elle-même, aussi évidemment influencé par la société, sur ces sujets-là. Donc dans le rapport au corps, il y a quelque chose. Il y a aussi une interview qui m'avait marqué. Cet homme me racontait que quand il avait été éduqué par ses parents, il n'y avait pas d'hiérarchisation dans le propos, mais quand même, on lui avait dit en gros, être un homme, c'est ne pas être une femme. Ce que tu retrouves d'ailleurs dans des lectures, quand même, comme Pierre Bourdieu, où effectivement il dit, il est possible que dans certaines éducations, on t'ait appris à être un homme en te disant, ne pleure pas, parce que ça c'est un truc de fille, ne mets pas du rose, c'est un truc de fille, ne mets pas de parfum. Par opposition. Exactement. Et donc cette forme de culture par opposition à l'autre genre, elle est quand même questionnante. En tous les cas, j'ai pas l'équivalent. Il y a quelques équivalents aussi en tant que femme, peut-être un peu moins, mais on a pu dire aussi à certaines femmes, le fameux truc garçon manqué, donc Manon, ne t'assois pas comme ça, là t'écartes trop les jambes. On a eu ça. D'ailleurs, assez souvent, je pense, sur le côté corporel. Fais pas de grimace, par exemple. Ça serait intéressant de savoir si on dit plus ça à des filles ou à des garçons, tu vois. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais plus jeune, mais on m'avait dit, une femme n'ouvre pas les bouteilles de vin. Ah,
Alors c'est intéressant que tu dis ça parce que sur le chemin là pour venir chez toi, il y a une question sur effectivement toutes les choses inconscientes qu'on s'empêche de faire. Et j'ai été en couple pendant plusieurs années et puis après je n'étais plus en couple. Et cette histoire d'ouvrir une bouteille de vin m'est apparue mais comme le nez au milieu de la figure quoi. C'est-à-dire que la première fois où j'ai dû ouvrir une bouteille, pour moi, c'était pas, j'avais dû jamais voir une femme ouvrir une bouteille dans ma vie. Tu vois, après, je me suis refait le film. Et donc, moi, d'apprendre à le faire, bon, maintenant, il y a aucun problème et je trouve ça génial d'ouvrir une bouteille. Mais avant, c'est toujours les hommes le faire. Mais comme ouvrir des huîtres, parce que moi, je suis bretonne, donc on mange des huîtres, comme couper le poulet ou planter un clou dans un mur. Ok, donc en tout cas, on sent qu'il y a une hiérarchisation, comme tu dis, des attributs. Comment ça se passe au travail ? On retrouve cette hiérarchisation-là dans les entreprises ? Je pense que effectivement, en entreprise, on a pas mal de biais inconscients, tu vois, et que tout l'exercice de la connaissance de soi, c'est d'aller justement diminuer cette zone de l'inconscient et qu'elle passe de plus en plus en conscient. Parce que déjà, quand tu as conscient des biais et des marques que tu mets et qui peuvent être du fait du genre de la personne, parce que c'est une femme, parce que c'est un homme. Tu vois, je suis certaine d'avoir eu des pensées quand j'étais en CDI sur le fait que une femme qui avait de l'ambition, alors que moi-même j'en avais en plus, quand même, ça exagérait un peu, quoi, tu vois. Alors qu'un mec qui avait de l'ambition, ça me posait pas de problème. Forcément, en tous les cas, juste avoir conscience des différences que tu poses sur une personne et te dire, ok, si c'était un homme ou si c'était une femme, qu'est-ce que ça dirait ? Tu regardes les relations entre les hommes et les femmes de manière générale, au travail, qu'est-ce qui se joue ? Ça m'évoque en fait les 2 dernières interviews que j'ai faites, l'une avec Solène Thomas et l'autre avec Gaël Châtelain-Berry. Gaël, il a notamment écrit un livre qui est Soit un homme, ma fille. C'est l'histoire de Constance. Constance se voit refuser un poste de PDG. C'est un homme qui l'a et clairement on lui explique que c'est parce que c'est une femme. Et donc elle va se faire coacher pour prendre les codes masculins et elle va même aller jusqu'à se grimer en homme. Et la conviction que défend Gaël, que je partage en partie, c'est de dire mais il faut aussi que du côté des femmes, on accepte et on ose prendre les codes masculins. C'est-à-dire que dans une entreprise, dans un milieu où encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes au pouvoir que de femmes, si tu as l'ambition et que tu oses, tu la poses cette ambition, il faut en partie accepter d'arrêter certaines postures que les hommes ne prennent pas. Par exemple, très concrètement, prendre des notes et qu'ensuite on te dit « Ah bah tiens, en fait, je t'ai vu prendre des notes, bah du coup, tu feras le compte-rendu ». On peut pas juste dire aux hommes de changer eux. Enfin, nous aussi, on doit se dire mais non, je vais pas faire automatiquement le compte rendu ou je peux poser le fait aussi d'oser demander une augmentation. Je pense que c'est en train de bouger avec le fait que globalement, parce que c'est ça le sujet en fait. Tu as 2 gros sujets qui sont très exposés au niveau médiatique. C'est maintenant, on relève que les femmes sont invisibles. CF, la dernière photo d'Emmanuel Macron avec les hommes de la French Tech. Il n'y a pas de femmes, donc, dans la French Tech, première nouvelle. Maintenant, on note, on dit, non mais ça, ce n'est plus possible en fait. T'as la question de l'invisibilité et t'as la question, qui est un peu proche de l'invisibilité, qui est la question de prendre l'espace public. Et ça, tu le retrouves dans une autre interview que j'ai fait d'Edith Marujols, qui est un vrai sujet, parce que quand tu regardes juste le mouvement dans les cours d'école entre les garçons et les filles, tu peux observer que les filles ont plus tendance à faire des déplacements en latéral, donc en périphérie, et que au centre de la cour, les garçons sont beaucoup plus actifs, mobilisés. Ce que fait notamment Edith Marujols, qui est géographe du genre, c'est de faire bouger les activités et de faire bouger les espaces pour rendre plus harmonieuse la circulation et des garçons et des filles. Et que oui, les garçons soient aussi de temps en temps dans les espaces entre guillemets latérales, ou qu'il n'y ait même plus en fait cette notion d'espace latéral central, et que les filles elles osent traverser cet espace beaucoup plus public et beaucoup plus exposé. Et tu vois tout cet enjeu là de déplacement, je m'ancre au centre de quelque chose, je me rends visible. Le fait de lire des sujets là-dessus, le fait de voir des posts sur non mais ça on peut plus laisser passer, je pense que ça participe grandement à ce que, les hommes se rendent compte, non mais attends, là sur la photo, il y a que des hommes, ça va peut-être pas le faire, non ? Enfin, qu'ils se ressentent mal, en fait. Que dire que la moitié de l'humanité n'est pas représentée. Et parfois, ça a du sens, qu'il y ait une bande de potes. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus faire de photos de bande de potes et de bande de mecs et de bande de nains. Prise de conscience à la fois partagée entre les hommes et les femmes. Donc que les femmes osent plus et que les hommes, quelque part, laissent la place. Laissent une place. Dans la responsabilité partagée, en entreprise, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle en ce moment. C'est que les sujets de genre qu'on met globalement toujours dans les sujets de diversité en entreprise, qui sont essentiellement pilotés par les RH, la RSE
un peu la direction quand ils ont le temps, c'est toujours piloté dans des plans d'action, à travers des indicateurs, à travers des reportings sociaux, etc. Je veux bien ton regard par rapport à ça, t'en penses quoi ? Je trouve que c'est bien. Et en même temps, il y a une limite à ça. Je trouve que c'est bien parce que heureusement qu'on a des lois avec des pénalités si tu ne respectes pas la loi pour faire bouger les curseurs de façon notable. Donc la loi Rixain, merci la loi Rixain, qui va faire qu'il y aura bientôt 40% de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises de plus de 1000 personnes. Merci la loi sur l'égalité salariale, hommes-femmes, avec des pénalités, parce que sans pénalité, on a bien vu que depuis les années 70, ça fonctionnait pas trop. Ce qui veut dire que forcément, quand tu as une loi, tu as des process, tu as des indicateurs, tu as des structures, tu dois afficher certaines choses. Je me dis que c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que la loi, elle bouscule les mentalités, mais de façon, du coup, très, je vais prendre un mot anglais, mais très sharp, quoi, très aiguisée, quoi. Et que du coup, en parallèle, il faut absolument qu'il y ait des actions au-delà de sensibilisation, d'acculturation, mais justement qui portent sur qu'est-ce que c'est finalement que des relations harmonieuses entre les hommes et les femmes, et de façon plus générale, entre des populations qui jusqu'à maintenant étaient survalorisées et des populations qui jusqu'à maintenant étaient sous-valorisées. Donc, tu vois, on revient à ce côté, je préfère survaloriser d'ailleurs que dominer et soumis. Et donc, pour cela, je pense que ça demande, ça exige même, en parallèle, de, à un moment donné, accepter de changer de paradigme en entreprise sur les relations. Donc, moi, j'ai grandi avec, dès que tu rentres dans une entreprise, tu mets de côté tes émotions, ta sensibilité, etc. Donc, une sorte de masque, voilà. Et c'était la règle, franchement. Et plus ça va, plus je me dis, aujourd'hui, vu la complexité du monde dans laquelle on est, vu l'instabilité, l'incertitude, si on ne vit pas en vérité nos relations, si on n'a pas des relations authentiques vis-à-vis de l'autre, on n'avancera pas correctement sur les sujets. Parce que là, il y a quand même un sujet où, en ce moment, sur certaines choses, il faut aller vite, mais globalement, on est en itération. C'est-à-dire qu'il faut expérimenter, il faut oser, etc. Ça veut dire être suffisamment vrai par rapport à son opinion, d'où elle vient, son jugement, son discernement, et que l'autre aussi soit vrai par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a un gros sujet quand même de connaissance de comment fonctionnent nos cerveaux. Donc les neurosciences sont très utiles aujourd'hui pour voir comment on s'adapte aux changements de façon générale et quelles sont nos capacités, et aussi de comment ça fonctionne un être humain, comment ça fonctionne une personne. Que tout le monde prenne conscience, moi c'est une conscience que j'ai faite assez récemment, que on est tributaire de nos biais, on est tributaire de nos croyances, du système dans lequel on est né et qu'on a nourri ou qu'on a créé autour de nous, et que déjà ça, quand tu as fait le boulot sur toi, tu te rends compte que la personne en face de toi, elle a aussi forcément son système, tu trouveras plus le chemin facilement et plus rapidement pour construire des solutions qui conviennent à tout le monde, quoi, et qui vont être bonnes pour le business. Je voulais aussi t'entendre pour aller dans cette question des biais. Sur toi, comment est-ce que tu as pris conscience de certains biais que tu avais et comment tu as eu envie de travailler dessus ? Est-ce qu'il y a eu des déclics ? C'est toujours plus facile de voir les biais chez les autres que chez soi-même. Mais je vous invite déjà à conscientiser les biais que vous voyez chez les autres pour ensuite les voir sur vous. Les plus jeunes t'aident assez vite à voir tes biais. Donc j'ai un fils et l'anecdote que je raconte souvent parce que pour moi elle est signifiante, c'est que mon fils il y a 2 ans me dit maman je vais mettre du vernis. Et là, flot de pensées dans ma tête sur le fait que oulala, mon fils il va se mettre du vernis, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on va dire de lui, mais alors ça veut dire que voilà, il fait quelque chose qui est évidemment plus féminin, donc voilà, etc. Voilà, donc j'ai entendu mes pensées, je les ai laissées naviguer dans ma tête, j'étais en silence face à mon fils qui m'annonçait ça et il me dit quoi je dis voilà, là tu vois, là ta mère elle a toutes les pensées de base, réflexe. Tu vois, ça a été à ce moment-là, j'ai eu peur et en même temps j'étais en joie de me dire ah c'est chouette, j'ai quand même fait un pas, je suis capable d'identifier toutes ces pensées réflexes et surtout de ne pas les lui dire en même temps que de les penser. Du coup, tu fais silence, mais au moins tu dis pas ces choses, tu te dis non mais elles ne m'appartiennent pas, enfin si je les pense un peu mais non en fait je les pense pas, voilà. Et de fait voilà, on a réussi à en discuter. Et ce qui s'est passé, alors ça a duré 1 an et je sais que vers la fin à la limite il s'en mettait pour qu'on arrête de lui poser la question. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, tu vois, de sa part, parce qu'en fait lui il avait envie de s'en mettre au début, puis à un moment donné il avait plus envie de s'en mettre, mais il continuait quand même à s'en mettre parce qu'il avait remarqué qu'on lui posait la question à lui, pourquoi tu te mets des vernis,
Alors qu'à ses copines qui avaient du vernis, on leur posait jamais la question. Et c'était son petit acte, tu vois, d'interrogation des autres. À chaque fois, il leur tournait, mais pourquoi tu me poses la question? Enfin, si j'avais été une fille, tu m'aurais posé la question aussi. Juste ça, il disait juste ça. Donc voilà, donc ça, je trouve que les nouvelles générations, elles sont assez fortes quand tu les écoutes bien et que tu rentres vraiment en communication avec elles. Enfin, on s'en rend bien compte, hein. Voilà, on parle des nouvelles générations, mais tu te rends compte. Du coup, maintenant, elles demandent même en entretien le style de leadership. Est-ce qu'il y a la semaine de 4 jours? Oui, interrogez-vous. Ça vous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à notre système, à nous, anciennement, performance, productive, delivery. Et je suis plutôt admirative de ces nouvelles générations qui semblent nous proposer et nous inviter à nous interroger sur notre modèle d'ascension permanente, de toujours plus. Et il nous faut prendre conscience du biais du système, notamment du système mental dans lequel on a évolué. Je discutais il y a pas très longtemps avec une amie qui est DRH et on parlait de ces sujets égalité homme-femme et c'est en partie pour elle que je fais cet épisode parce que notre échange m'a vraiment fait cheminer. Elle me disait tu vois, moi je suis une femme, je m'intéresse à ces sujets, je suis assez interpellée quand il y a des discriminations, quand il y a des écarts notamment de salaire ou de promotion ou de poste ou autre en tant que DRH. Mais par contre, je sens bien que aller au-delà, comprendre les biais que j'ai, comprendre les biais des autres, vraiment comprendre ce qui se passe entre les hommes et les femmes de manière générale et encore plus au travail, en fait, ça vient tellement me chercher profondément dans mon éducation, dans qui je suis, dans mes relations aux autres, à mon mari, à mon fils et autres, qu'en fait, j'ai pas la force. Je veux bien ton témoignage là-dessus en disant comment, en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, on travaille sur nos biais sans se flageller, soit sans envie de divorcer ou de plus parler à l'autre genre, tu vois, parce que quand tu entends un peu des féministes extrêmes, parfois c'est un peu ça qu'il en ressort. Et ça fait super peur. On est troublé notamment aujourd'hui par un certain type de courant féministe qu'on pourrait appeler peut-être néo-féministe, qui peut venir nous heurter en tant que femme ou en tant qu'homme, quand ça va jusqu'à dire, pour moi en tous les cas ça me heurte, un homme ne peut pas participer à la cause de l'équilibre des relations hommes-femmes, de l'égalité des salaires, parce que c'est un homme et c'est surtout pas un homme qui peut prendre la parole là-dessus. Ça vient vraiment me heurter dans mes convictions, parce que on fera pas sans. Parce que si c'est pour faire comme eux ils ont fait jusqu'à maintenant, on va pas mieux avancer en fait. Oui, on a besoin des hommes, on a besoin des femmes, on a besoin de toute l'humanité pour avancer sur ces sujets d'équilibre, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une responsabilité partagée. Donc je pense que ça vient heurter beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes d'entendre ça, et du coup il y a certains hommes qui se retirent même du débat. Enfin tu vois, Gaël Châtelain-Berry m'a avoué qu'il ne parlait plus de ces sujets parce qu'il était systématiquement trollé, puisqu'on lui disait non mais en gros en tant qu'homme tu n'as pas le droit de prendre la parole sur ce sujet. Enfin on va loin quand on dit ça. Et l'autre sujet potentiellement aussi qui vient heurter des hommes et des femmes, c'est que on va tellement au bout en ce moment de tout détabouiser. Je peux citer l'exemple des règles, hein. J'ai vu Florence Foresti il y a pas longtemps dans son super spectacle, elle dit à un moment donné « Mais moi, ça m'allait très bien quand on me montrait que le sang des règles était bleu. Mais ça me va très très bien. » Parce qu'effectivement, on peut aussi reconnaître et ressentir une forme de volonté de conserver une certaine pudeur sur des sujets spécifiquement féminins. Et c'est vrai que ça peut paraître comme une sorte de grand déballage et grand étalage. Voilà, alors en même temps, tu vois, j'ai été dans une entreprise récemment, dans les toilettes, il y avait des tampons qui étaient à disposition, mais alors vraiment posés. Je sais pas si c'était un choix de l'entreprise ou si c'était des personnes qui avaient posé des tampons dans les toilettes, qui étaient d'ailleurs des toilettes mixtes. Et j'ai trouvé ça plutôt sain. Mais tu vois, ça conservait, on les avait mis, voilà, sur un côté, quoi. Je me dis que peut-être il faut en passer par là, en même temps. Tu vois, c'est l'effet de balancier, tu vois. On a tellement été invisibles, pas pris la parole, pas parlé des sujets des règles, tout ça c'est tabou, la ménopause on n'en parle pas, nanana, nos bourrelets, tac tac, faut les dissimuler, nanana, que finalement, tu vois, aller à l'opposé, je pense que c'est un mouvement naturel, c'est-à-dire que quand t'es en période de transition, tu passes forcément par une période de chaos, quoi, tu vois. Et donc t'as ces extrêmes qui arrivent et qui peuvent du coup heurter des personnes, et j'en fais partie, hein, sur certains sujets où là, non, mais là, on va trop loin. En fait. Et là, le sujet, c'est que du coup, ça vient déferler sur l'ensemble de courants féministes qui, du coup, recueillent aussi, et on parle de gender fatigue, où on en a marre de parler de ces sujets. En même temps, on n'a tellement pas été visible que voilà. Donc, je pense que voilà, c'est un équilibre de curseurs qu'il faut essayer de se dire que c'est une période, mais comment déjà nous, dans notre individualité, comme dit ta DRH qui est copine. Donc je lui confirme que on se prend une claque quand même,
C'est vrai que je pense que d'abord, c'est un travail sur soi, mais qu'il faut accepter de le faire à petits pas, c'est-à-dire prendre sujet par sujet, comme on dit. Tu vois, moi, j'ai pris mon sujet de la visibilité. D'abord, je l'ai pris par un site internet. Après, j'ai osé aller sur LinkedIn. Et après seulement, j'ai osé faire des vidéos toute seule. D'ailleurs, c'est pendant le confinement que ça m'a pris, face caméra. Mais ça remue. Ah, mais ça remue. Quand j'ai discuté avec elle, je me suis dit, zut, elle est DRH, elle est dirigeante. C'est dans son pouvoir et son rôle de faire bouger les choses, à la fois les process, les politiques RH, mais aussi les mentalités. Et si elle-même ne fait pas le travail pour elle et ne veut pas le faire parce qu'elle sait que ça va trop venir la chercher dans ses tripes, mais qui va le faire en fait? Donc c'est ça que ça m'a interpellée. Je me dis, je trouvais dommage que par trouille, qu'elle prenne pas par trouille personnelle, qu'elle prenne pas sa responsabilité. Et en même temps, je comprends. Mais j'ai aussi l'impression que, comme tu dis, on peut y aller étape par étape et finalement s'intéresser aussi au sujet de genre pour soi et pour les autres. C'est pas forcément renier les hommes quand on est une femme ou ne plus vouloir adresser la parole à l'autre genre. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que elle a raison. Je vais pas lui cacher que moi, dans ma relation de couple, ça vient piquer. Alors, c'est là où la communication, en vérité, est essentielle, en fait. C'est comment, plutôt que de projeter un film sur l'autre ou de se faire un film, comment tu réussis à chaque fois à nommer ta peur, nommer tes limites, nommer tes questionnements, quoi. Mais c'est vrai que c'est un chemin assez long. Après, je pense que cette DRH sera amenée à le faire quoi qu'il arrive, parce que à un moment donné, c'est les plus jeunes qui, de toute façon, vont lui signifier qu'il y a des choses qui ne sont plus entendables. Et je pense que ce qui peut déjà aider, tu vois, moi, c'est vrai que je suis tombée de ma chaise quand même, depuis que j'ai lu. Alors, je suis tombée de ma chaise avec certaines rencontres masculines, que ce soit dans mon business ou dans ma vie privée, mais je suis aussi beaucoup tombée de ma chaise. Quand tu lis, que ce soit Tissu ou Lecoq sur l'invisibilité des femmes, ou tu lis Mona Chollet et Inventer l'amour, qui sont des essais, donc avec des faits réanalysés, tu te rends compte, déjà, un des biais que j'avais, moi je pensais que l'égalité homme-femme, comme beaucoup d'hommes pensent ça aussi, ça va de mieux en mieux, c'est bon, on y est, quoi. C'est bon, même le congé paternité, il a augmenté. Oui, quand tu regardes dans les détails, en fait, il a pas augmenté beaucoup. En termes de jours obligatoires, c'est rien du tout, en fait. Et puis voilà, avec cette pensée que quand même on n'est plus dans l'ancien temps. Les femmes travaillent, ça. Oui, mais en fait non, parce qu'en fait l'histoire te montre qu'il y a eu des avancées et des reculades. Tu vois, une des périodes qui est souvent citée, c'est post-révolution. On a eu plein de droits, donc 1789, 1790, 1805 Napoléon, Code Napoléon. Hop, il nous remet dans notre statut de mineur et c'est reparti pour plus de 100 ans où en gros on était de toute façon dans le code. On était invité à se soumettre à l'homme et l'homme était invité à dominer. Quand tu te rends compte de ça, que ça peut être des avancées, et on le voit bien aujourd'hui dans d'autres pays. Là, nous, on veut absolument ultra protéger l'IVG en le mettant dans la Constitution. Mais c'est une très, très bonne idée. Parce que demain, il y a d'autres personnes au pouvoir. Ah, c'est sûr, hein, c'est le premier truc qui va sûrement être touché, quoi. Donc, c'est précieux tout ça, c'est précieux. Et déjà, voilà, quand tu te rends compte de ça, en fait, que l'histoire de l'égalité homme-femme, en fait, c'est des montagnes russes, c'est des dents de scie, et que rien n'est acquis du tout. C'est Simone de Beauvoir qui le disait, elle avait complètement raison, et c'était encore vrai en 2022. Voilà, prenons-en soin, vraiment, avec les hommes. Dans les entreprises, aujourd'hui, on a tellement de défis à relever, on a tellement une nouvelle façon, un nouveau paradigme à créer. J'aime beaucoup l'expression aller vers des modèles d'entreprise et d'économie régénérative, mais pour aller là, on va bien au-delà des sujets de marque employeur responsable, de RSE, etc. On est dans une forme de remise en cause de nos racines, c'est-à-dire que ne plus être dans des modèles de croissance infinie et en tous les cas créer des modèles qui sont vertueux et qui, tout comme la nature, tu vois, conservent ce que tu produis, ce que tu fabriques et tu t'en sens responsable de ce que ça va être, quoi. Ma toute dernière question, Caroline. On parle à des dirigeants sur chef. On se disait qu'une des notions intéressantes pour amener un peu, je sais pas si c'est du féminisme, en tout cas un peu plus d'harmonie en entreprise, c'est la notion de prendre soin. Comment est-ce que tu aurais envie d'inviter nos auditeurs et nos auditrices à prendre soin? Je veux dire à prendre soin. De qui, de quoi, de comment? Je te laisse peut-être apporter ta réponse. Ou de faire vivre cette notion du soin dans leur vie. C'est difficile, hein, parce que la société nous pousse pas du tout à ça. C'est même pas du courage ou de la force. C'est dire à un moment donné, je me donne la volonté d'expérimenter ça, d'accorder plus de place à, de ressentir plus que d'exercer le pouvoir, que ce soit dans son entreprise ou dans son foyer.
dans ses relations amicales. Il y a un autre sujet qui revient tout le temps dans les podcasts. Ça, c'est les femmes qui me le mettent. C'est le partage des tâches, quoi. Donc, je sais pas, déjà à titre privé, tu vois, de se dire, si je prenais un peu plus soin, et en tous les cas, j'observais finalement tout ce que fait mon ou ma partenaire sur le sujet du prendre soin du foyer, de mes relations, des cadeaux qui sont faits, de préparer les repas, de savoir ce qu'on fait ce week-end. Qui fait ça? Qui anime ça? Qui prend soin de la qualité des relations, des interactions qu'on va avoir ce week-end dans le foyer? Tu vois, ne serait-ce que ça, tu vois. Après, s'il fallait trouver peut-être quelque chose en entreprise, c'est, je pense, se faire mentorer par les plus jeunes. Parce que eux, déjà, ils ont d'autres préoccupations et un autre prisme de vision, un autre système qui les invite beaucoup plus que nous à l'époque à se poser la question de l'équilibre vie privée, vie pro, ce qui pour nous n'était pas du tout une question. Enfin, moi, de ma génération et dans mon microcosme parisien, on n'avait pas du tout la question de nombre d'horaires, surtout quand on n'avait pas encore d'enfants, quoi. Voilà, de se dire combien d'heures on va travailler, est-ce que ça va me laisser le temps pour faire du sport, pour sortir, enfin juste pour prendre soin de moi en fait. Donc se faire mentorer par les nouvelles générations, tu vois, faire du mentoring croisé sur d'un côté par exemple, tu vois, en tant que dirigeant, qu'est-ce que c'est que le leadership, et de l'autre côté le plus jeune, c'est quoi prendre soin de ma vie, quoi, au sens large du terme. Ouais, ça peut être un bon exercice. Assez pragmatique en tous les cas. J'aime beaucoup travailler avec une coach qui s'appelle Malika Azayez. J'ai appris 2 choses avec elle. La première chose qui est revenir à sa respiration. Et donc tous les matins ou très régulièrement dans la journée, juste sentir sa respiration, sentir qu'on respire et comment est notre respiration. Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est apaisée, etc. Peu importe, mais juste on observe ça. Et donc ça fait partie du soin à soi. Et puis aussi observer les gens ou les autres corporellement. Je pense que quand on est manager, je trouve ça intéressant de se dire tiens, comment la personne en face de moi se tient. Et depuis que j'ai ce prisme-là, et parfois ça me choque de voir des gens qui sont tout ratatinés sur eux-mêmes, tu sais, en posture de bossu. Et en fait, à ce moment-là, j'essaye de leur dire attends, mais peut-être fais attention à toi, tiens-toi. Voilà. Donc il y a une manière de faire, il faut avoir une certaine proximité. Mais souvent, je me rends compte que les gens, d'un coup, ça va mieux, ils respirent, ils baissent les épaules, ils sont plus fiers, ils ont une meilleure élocution, etc. Et donc voilà, de prendre soin de ça aussi physiquement. Tu vois, de sentir corporellement soi et faire attention au corps des autres. Oui, c'est bien ce qu'il y avait derrière la notion d'exercer le pouvoir et de le ressentir. Parce que ressentir le pouvoir que tu as sur les autres, que les autres ressentent de toi, le pouvoir que tu désires toi avoir, surtout quand tu es dirigeant, tu es quand même dirigeante, tu es quand même dans cet exercice-là assez souvent, et le corps dit la vérité. En fait, l'émotion, elle est d'abord dite par le corps et ensuite tu la conscientises. Il y a quelques millionièmes de secondes entre les deux, mais d'abord le corps ressent l'émotion. Donc, si tu t'intéresses à comment ton pouvoir est ressenti et comment toi tu veux l'exercer, ça peut aller ensemble, la réflexion en parallèle. C'est vrai qu'observer les corps que tu as en face de toi, justement là, si on parle d'un corps tout ratatiné à un moment donné, c'est se dire comment ça se fait qu'il est dans cette posture de ratatiné? Est-ce que c'est moi qui viens de l'inviter à être dans cette posture, enfin qui l'a contraint un peu à être dans cette posture, et comment je le sors de cette posture? T'en es peut-être pas responsable en tant que dirigeant, il est peut-être ratatiné, il ou elle est ratatiné parce que il s'est passé d'autres choses avant qui n'ont rien à voir avec la situation présente. N'empêche que dans la situation présente, si tu es dans une discussion qui nécessite justement de reprendre du potentiel et de la puissance, tu as besoin que cette personne elle ressorte dans une autre énergie. Donc, qu'est-ce qui fait que dans tes paroles et dans ta posture corporelle à toi, en ayant observé ça, tu vas faire qu'elle reprenne son espace? Et voilà, c'est une belle invitation. Reprenez votre espace. Pour reprendre de la place. La place qui vous va. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Sophie. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Caroline sur les relations entre les hommes et les femmes au travail? À titre personnel, j'ai retenu 3 éléments clés. Le premier, c'est qu'on hérite tous d'un passé, d'une histoire, d'une éducation et qu'on a tous notre propre lecture du monde. On adopte ainsi des postures vis-à-vis des autres. Ces postures, on les a avec notre famille, nos amis, au travail. Et il s'avère que dans notre société occidentale, et on va dire plus spécifiquement en France, notre histoire et notre éducation nous amènent à survaloriser des comportements dits plus masculins et à sous-valoriser des comportements plus féminins. Donc la première chose que j'avais envie de retenir est cette hiérarchisation de certains comportements, et que cette hiérarchisation, elle est aujourd'hui encore plus bénéfique aux hommes qu'aux femmes, même s'il y a bien sûr des évolutions. Le deuxième point que j'avais envie de vous partager ici, c'est que nous avons tous et toutes des biais,
et que pour faire bouger les lignes, il faut travailler sur nos biais. Il faut les identifier, en prendre conscience, les accepter pour ensuite les lever. Enfin, le troisième et le dernier apprentissage de ma conversation avec Caroline, c'est bien sûr comment on travaille sur ces biais sans que ce soit trop douloureux. Donc d'abord, il y a des lectures. Caroline a mentionné quelques références comme Mona Chollet, Tissot Lecoq. J'ajouterai aussi Lorraine Bastide et Laetitia Vito. Je vous écris tout ça en commentaire. Ensuite, une manière assez simple d'identifier et de lever nos biais, c'est de se confronter aux jeunes générations, sans se dire qu'ils n'ont rien compris à la vie, mais plutôt en tirant parti de leur observation du système dans lequel on évolue. Et enfin, accepter de s'attaquer à ces sujets petit à petit. Accepter que ce chemin est long et prendra peut-être et même sûrement toute notre vie. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si vous avez des questions sur cet épisode ou plus globalement sur le rôle de chef, je serais ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez me contacter sur le site de Chef ou sur LinkedIn, je glisse aussi ces éléments en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Chef.